Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'écoute active que vous retrouvez tous les 2 mois sur Radio Anthropocène. Nous sommes en direct des studios de la radio pour explorer ensemble les tensions, les paradoxes, mais aussi les alternatives qui traversent l'industrie musicale. Aujourd'hui, on s'intéresse à une question à la fois intime et collective. Comment tenir dans un milieu où la fête est partout, sur scène, en coulisses, en tournée, et où les excès semblent presque parfois faire partie du métier. Dans un monde de lumière, de sons puissants, de connexions intenses, celui des concerts, des nuits blanches et des montées d'adrénaline où l'on vit fort. Dans ce milieu, la fête n'est pas seulement un décor, elle fait partie du travail. Derrière l'image rock'n'roll des nuits sans fin, travailler dans l'industrie musicale, c'est aussi jongler avec des cadences, ses injonctions et ses fragilités. C'est aussi évoluer dans un environnement où la résistance à l'ivresse sociale peut devenir un défi, poussant parfois à des logiques d'autodestruction. Une norme qui peut rendre difficile la mise à distance, l'équilibre, la prise de soin de soi. Que ce soit la présence de drogue, d'alcool, mais aussi l'hyperactivité, des semaines au rythme changeant, la précarité des métiers de la musique et les tabous sur la santé mentale, ces réalités sont bien loin du glamour qu'on associe souvent à la scène. Alors, est-ce inévitable? Peut-on faire carrière dans la musique sans s'abîmer? Loin de vouloir me la jouer Pascal Praud sur CNews, qu'on embrasse bien fort bien sûr, on va se demander comment déconstruire cette culture de l'excès sans pour autant diaboliser la fête ou la liberté artistique. C'est ce qu'on va donc explorer aujourd'hui, sans jugement ni moralisation, mais avec l'envie de comprendre ce qui fragilise, ce qui abîme parfois, et surtout ce qui permettrait de mieux vivre ces métiers. Pour en parler, je suis accompagnée de 3 invités et qui, chacun et chacune, à leur manière, interrogent et transforment ces normes. Je commence par toi, Cœur. Tu es artiste avec ton projet solo, mais aussi moitié de Schlass, dont on parlera tout à l'heure pour la pause musicale. Tu revendiques une sobriété choisie, joyeuse et libératrice. Merci d'être là à distance dans un studio à Paris. Comment ça va ? Ça va, vous m'entendez bien là ? Ouais, on t'entend bien, merci beaucoup. Eh ben ça va, très contente d'aborder cette question sous cet angle-là, c'est cool. Est-ce que ma présentation te convient ou tu veux rajouter quelque chose ? Non, je trouve ça très bien. Je pense qu'on va développer ensemble. Je pense que c'est une question très intéressante. C'est très bien formulé. Bravo Camille. Merci beaucoup. Nous avons aussi Maxime de l'association Purple Effect qui agit concrètement pour rendre la nuit plus douce, plus sûre et plus consciente. Salut. Salut. Comment vas-tu toi aussi aujourd'hui ? Très bien, très bien. Merci aussi d'être ici. On est ensemble pendant une petite heure. Et puis enfin, Claire Fournier, bonjour. Bonjour. Tu es administratrice technique et chargée de prévention au festival Les Nuits de Fourvière. Tu œuvres à intégrer les enjeux de santé mentale dans le secteur culturel. Merci beaucoup de prendre ce temps à quelques jours du début du festival. Est-ce que ça va toi aussi ? Ça va, on est humide comme tout le monde. Oui, une journée d'automne en plein mois de mai. Ensemble, on va donc se demander pourquoi la musique entretient-elle une culture de l'excès, quels sont les risques réels liés aux conditions de travail dans le secteur et surtout quelles alternatives existent pour préserver les corps, les esprits et la fête elle-même. Écoute active, c'est parti. Écoute active. Avant de parler de prévention ou de solution, il faut peut-être déjà commencer par comprendre ce qui rend cette culture si particulière, si intense et parfois un petit peu dure à vivre. Je voulais commencer par toi, Cœur. Tu confies dans un post Instagram en janvier 2023 que tu es sobre, du coup, depuis quelque temps. Je te cite, « Je n'ai jamais bu d'alcool tous les jours, ni seul, mais quand je buvais, je ne pouvais pas m'arrêter et je devenais la pire des jackies ingérables. C'était drôle, puis plus vraiment. J'enchaînais les blackouts, les bleus, les embrouilles, les crises de culpabilité, les chutes, les dramas. Certains soirs de concert, je voyais la défonce devenir plus importante que la musique. » Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette bascule que tu as vécue et que tu as exprimée sur tes réseaux ? En fait, c'est très complexe parce que ça a été vraiment plein de choses qui m'y ont amenée. Mais peut-être pour être vraiment dans le contexte de notre discussion, qu'elle est au milieu de la musique. Parce qu'après, il y a le propre rapport à l'autodestruction, qui est un rapport, je pense, qui est quand même, en tout cas avec l'alcool, relatif à beaucoup d'autres milieux, sauf que dans la musique, je pense qu'il y a un truc où c'est plus visible, puisque la musique est souvent liée à la fête, notamment les concerts. C'est très bizarre pour moi de ne pas être avec vous. Hein. On t'entend bien, sache-le.
Ok, bon, bah, c'est cool. En fait, moi, donc, ça a été plein de choses qui m'ont amené à ça. Déjà, moi, j'avais très vite observé que dans le milieu de la musique, la drogue et l'alcool étaient omniprésents et qu'il y avait une forme, enfin, c'était décomplexé parce que je pense qu'ils sont très présents dans plein d'autres milieux, mais de façon plus cachée et plus occasionnelle. Et moi, effectivement, j'étais dans une consommation excessive et liée au concert et à la fête. Et voilà. Et par rapport à ça, ce que j'ai observé dans le monde de la musique qui m'a fait un peu basculer, c'est deux choses. C'est déjà que je trouvais que c'était trop généralisé. C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais de gens qui se droguaient pas, il n'y avait jamais de gens qui buvaient pas. En fait, donc dans des milieux qui défendaient la liberté, et j'ai pas mal tourné avec Schlas dans des milieux alternatifs. Parfois, j'étais là, putain, mais tout le monde est dans le même état, tout le monde a pris les mêmes drogues. Au bout d'un moment, ça m'a interrogée, en fait. Je me suis dit, mais est-ce qu'en fait on choisit ou est-ce qu'en fait on est pris dans une espèce de fonctionnement où on le fait tous? Et puis bon, après la drogue, c'est aussi social, c'est-à-dire que j'ai pu observer autour de moi que les gens qui sombraient dans de la dépendance et dans de l'autodestruction étaient souvent des gens déjà qui étaient plus en difficulté sociale que les autres, que finalement c'était toujours les mêmes qui gagnaient entre guillemets face à l'addiction, c'est-à-dire que les gens plus riches, plus intégrés, etc., avaient plus de facilité à avoir une consommation récréative des substances, là où des gens plus isolés au niveau affectif, au niveau de leur histoire, etc., sombraient beaucoup plus. Et après, j'ai pu observer du coup les relations de domination qui s'exerçaient par rapport à ça. Et voilà, et du coup, moi, j'ai arrêté sans... J'ai essayé de diminuer, j'y suis pas arrivée. Enfin, c'est pas que j'ai essayé de diminuer parce que j'ai essayé de changer mon rapport à l'alcool, mais j'ai bien vu que j'y arrivais pas, donc j'ai fini par arrêter. Et comme j'avais eu l'audace, enfin, j'avais très vite compris que j'avais pas consommé d'autres drogues à part de la weed et un peu des clopes et de l'alcool, quoi. Du coup, je suis devenue sobre parce que du coup, c'était la seule drogue que je consommais, en fait, l'alcool, quoi. Super. Voilà. Tu as dit plein de choses super intéressantes qu'on va développer tout au long de cette émission, mais ça pose déjà quelques bases. Je me permets de rebondir avec une enquête qui a été menée en 2019 par le collectif Cura et la Guilde des artistes de la musique, le GAM, qui met en lumière du coup les problématiques majeures de santé mentale et physique au sein de l'industrie musicale en France et qui parle assez bien en fait de ce que tu racontes. Ils ont donc au niveau de la santé mentale, ils ont montré que 80% des professionnels de la musique déclarent souffrir d'anxiété, de stress, de troubles du sommeil ou de dépression, c'est assez énorme. 25% ont été diagnostiqués dépressifs, ce qui est 2,5 fois plus supérieur au niveau de la moyenne nationale. 57% envisagent de quitter le secteur malgré leur passion en raison des conditions de travail difficiles. Et enfin, sur les addictions et l'environnement festif, il y a 43% des répondants et répondantes qui reconnaissent des problèmes liés à l'alcool contre 10% des adultes français. Donc, il y a quand même une grosse différence. Et 30% liés aux drogues. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, il parle d'une pression sociale à consommer qui est souvent ressentie et qui rend la sobriété difficile à assumer. Donc ton témoignage est vraiment intéressant là-dessus. Pour faire un autre éclairage, je me permets de me tourner vers Claire. Dans vos études à vous, il y a la figure un petit peu du génie maudit. Est-ce que c'est encore un frein à une vraie parole sur la santé mentale et sur ces questions-là? Peut-être ce qu'a dit Cœur aussi va te faire réagir, t'a fait réagir. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs choses que tu as dit. Je me permets de te tutoyer, même si t'es pas en face de moi. Je t'écoute attentivement. En fait, effectivement, c'est pas que le secteur du spectacle qui a ces problèmes d'addiction. Là, moi, j'ai regardé un peu sur les baromètres de Santé publique France et donc on est un peu au même niveau que la restauration, par exemple, on est au-dessus des moyennes de consommation dans les milieux professionnels des autres secteurs, dans l'alcool, le cannabis, la cocaïne, les amphétamines et d'autres drogues, au même niveau que des métiers exigeants comme les métiers de la restauration et donc les métiers aussi qui sont hors cadre horaire classique, on va dire. Et je trouve, par rapport à ce que tu disais, moi j'avais peut-être une question aussi pour toi, c'était quand tu as fait le choix de la sobriété, qui peut être un choix personnel, mais que du coup tu assumes publiquement et donc collectivement aussi avec tes groupes ou vis-à-vis du public ou des autres collègues artistes, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que tu t'es sentie jugée ou
est-ce que c'est pas assez crème ou voilà, est-ce que les gens se posent des questions par rapport à ça Mais en plus, moi, mon choix, il avait été aussi motivé parce que, notamment dans mon projet Schlass, moi, j'ai une personnalité très, je sais pas, qui est très naturelle pour moi, donc j'arriverai pas à mettre des mots dessus, mais très intense sur scène, physiquement. Et du coup, par contre, à part au tout début de Schlass, où j'ai 1 ou 2 fois bu sur scène, j'ai toujours tellement sacralisé la scène que je n'ai jamais bu et consommé quoi que ce soit avant d'aller sur scène. Et en fait, souvent, quand je sortais de scène, on me disait que j'avais pris plein de coke. C'est-à-dire même le public me disait « t'es pleine de coke » et je n'ai jamais pris, je sais même pas ce que c'est la coke, j'ai jamais goûté. Et aussi, du coup, l'observation que l'intensité artistique et la folie artistique étaient forcément associées à la drogue, ça m'a profondément dégoûtée. C'est-à-dire que les gens puissent penser que même mon côté punk vienne que du fait que je consomme de la drogue. Là, j'ai commencé à me dire, mais attendez, il y a un problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est pas dans les clous, c'est qu'on se drogue. Enfin, et du coup, c'était aussi politique pour moi de dire, je reste une artiste hyper intense et je vais afficher ma sobriété. On ne me croyait déjà pas. Quand je disais que juste que je buvais et que je prenais pas d'autres drogues, on ne me croyait pas, déjà dans certains milieux. Donc déjà, ça, je trouvais ça très chiant et très triste, en fait, très déplorable. Et après, quand j'ai arrêté... Oui, en fait, après, ça, c'est beaucoup plus personnel parce que tous les gens tu renvoies un miroir, en fait. Quand tu dis, moi, je ne me drogue, enfin, je suis sobre, il y a quelque chose où tu déranges encore plus que finalement. En plus, quand tu as une personnalité comme moi, puisque moi, on associe ma forme d'art et ma forme d'expression à la drogue, en fait. Et après aussi, dans notre secteur d'activité, que ce soit... Donc moi, je suis plutôt dans l'ombre, enfin, je m'occupe des équipes qui sont dans l'ombre. Mais néanmoins, ça rejoint des choses dans le milieu artistique. On a quand même une culture du clan, donc avec des codes qui sont partagés. Donc c'est difficile aussi de s'en défaire parce qu'on n'a pas envie de sortir du groupe. Oui, absolument. Mais c'est ça qui est très intéressant de partir de ton témoignage, Cœur, c'est qu'il y a à la fois ce que tu disais, le fantasme un peu de l'artiste débridé, où les gens vont projeter des choses donc sur toi, sur scène, etc. Mais il y a aussi, du coup, ça fait un peu le lien avec l'ivresse sociale et la pression de groupe. Maxime, je me tourne vers toi. Oui. En milieu festif, où s'arrête la liberté de faire la fête et où commence la pression sociale? Vous intervenez du coup en milieu festif avec Purple Effect. Que disent les comportements à risque sur les attentes collectives de la fête quelque part? Je pense déjà que à l'heure actuelle, la pression sociale, elle n'est pas forcément de la même manière dans le public et aussi dans le domaine professionnel. Moi, j'ai quand même l'impression, enfin, de mon expérience de personne qui sort de chez elle le samedi soir, que la pression sociale côté public, elle est quand même beaucoup moins marquée que la pression sociale côté professionnel. Après, est-ce qu'elle existe aussi? Bien évidemment, il y a toujours une pression sociale, notamment autour de l'alcool, notamment autour du tabac, qui sont quand même des drogues qui sont considérées comme des drogues, des substances psychoactives, mais qui sont plus acceptées socialement. Qui sont légales, en fait. Hein. C'est ça, légales. Et après, au niveau des drogues, je pense qu'il y a toujours une pression sociale, côté public, mais qui est moins marquée que dans le domaine professionnel. Donc, je serais pas capable de le jauger forcément de la même manière exactement. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est deux choses à distinguer. Cœur, toi, tu disais on était plein et pleine à avoir des problèmes avec l'alcool, mais sans jamais en parler comme d'un problème. Pourquoi ce silence, selon toi? Parce que c'est une omerta liée à des milieux qui fonctionnent, comment expliquer, qui fonctionnent comme ça. Alors déjà, ce dont vous parlez sur l'alcool, c'est que comme c'est légal, déjà, c'est pas de la drogue. Donc, en fait, il y a des tas de... C'est-à-dire que c'est pas gênant de boire un verre. Déjà, quelqu'un qui roule un pétard à côté de toi, c'est quelqu'un de plus drogué. Enfin, il y a aussi une espèce d'échelle qui est liée à la légalité dans les drogues. Attends, je me perds. C'était quoi la question? Non, c'était pourquoi le silence sur le fait qu'il y ait de la drogue partout sans en parler dans ce milieu? Parce que tout le monde fonctionne en étant addict et que comme tout le monde se renvoie le fait que tout le monde est comme ça devient la norme en fait. C'est-à-dire que moi, quand je dis que quand je refuse un verre ou quand je refuse une tresse ou machin, c'est moi qui mets un malaise. C'est moi qui suis pas normale en fait dans ce milieu-là. Mais ça, c'est juste sociétal. C'est juste que comme tout le monde fonctionne comme ça, ça entretient ça en fait. Après, c'est vrai que on reste quand même attaché à l'image de grands artistes. Tu vois, par exemple, on parle du Club des 27,
Donc Kurt Cobain, Amy Winehouse, voilà. Donc en fait, on a des images de gens, d'artistes qui ont des carrières fulgurantes, donc très courtes, donc complètement camées, et qui sont aussi qui ont une performance artistique extrême, et donc on fait une association, mais même Gainsbourg, je veux dire, voilà. Donc de gens complètement abîmés, et comme si ce serait la norme, c'est-à-dire comme si être artiste, ça viendrait du fait qu'on est ultra sensible, et comme on est ultra sensible et donc on est peut-être plus cabossé ou cabossable, on compense, ou on a des addictions plus fortes. Enfin, en fait, on a vite associé à l'image de l'artiste, l'image de l'artiste, voilà, qui peut pas vivre une vie sans être accro à quelque chose, parce que sinon il tiendrait pas en vie, quoi. Et s'abîmer finalement. C'est un peu l'artiste maudit, quoi. On garde cette image romantique, mais du coup tragique aussi, de l'association artiste et drogue. Et après, dans le milieu professionnel, backstage, ce qui est difficile, c'est qu'effectivement, on travaille dans un milieu de la fête. On a toujours un truc à fêter. C'est soit genre la première d'un spectacle, soit c'est la dernière d'un spectacle, soit il y a un album qui est sorti, soit c'est la fin d'une tournée, soit c'est le début d'une tournée. Bref, en fait, il y a toujours un moment. Et puis, on offre, c'est ça notre métier, c'est offrir des paillettes, de la joie, des émotions. Et du coup, il y a toujours des moments conviviaux qui sont souvent accompagnés, donc on dit les pots de première dans les, dans les spectacles, par exemple de théâtre, etc. Donc il y a souvent de l'alcool, principalement, qui est servi, pas que, mais bon, il y en a qui sont à disposition aussi des travailleurs, voilà, même si c'est pas légal. Et on va partir du principe que dire aux gens qu'ils ont pas le droit de l'alcool sur leur lieu de travail, on le dit, mais on l'autorise un peu parce que c'est de l'ordre de l'intime et chacun devrait pouvoir s'autogérer. Même si on le met à disposition, ça veut pas dire que les gens doivent le boire ou avec excès. Et donc, ça repose individuellement, la responsabilité individuelle de s'autogérer, ce qui est injuste, parce que justement, on a tous un rapport à l'alcool, par exemple, je bloque un peu sur ça, très différent. Je veux dire, quelqu'un qui est alcoolique, c'est quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas donc s'empêcher de boire. Et donc, on n'est pas égaux vis-à-vis de ça. Donc, mettre de l'alcool vis-à-vis de quelqu'un dans le milieu du travail face à quelqu'un qui est malade d'alcool, c'est lui donner une seringue pour qu'il se pique, en gros, et lui dire non, pas avec excès. Ouais. Voilà. Donc, ce qui est difficile, c'est que en tant qu'employeur, c'est encore assez difficile par exemple, d'imaginer faire un pot de première sans mettre de l'alcool. Souvent, on mélange. En plus, il y a les techniciens, les artistes, les administratifs, les relations presse, enfin, toutes les équipes se mélangent. Et puis aussi, on accueille des groupes de musique. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, toi, Cœur, tu dois savoir. On a les contrats qu'on signe avec les artistes. Donc, on dit, voilà, le spectacle coûte tant. Après, on a la fiche technique de quel matériel ils veulent. Et après, on a le rider de ce qu'ils veulent en loge. Voilà. Le fameux rider. Voilà. Donc, ça, c'est un peu la fête du slip quand même. Je me rappelle d'un artiste américain qui venait sur sa tournée solo. Alors moi, à cette époque-là, en plus, je jouais aussi dans les loges. Donc, je faisais un peu la liste des courses. Et donc, solo, il était solo, mais ils étaient 3-4 dans sa tournée. Bon, il y avait, si j'additionnais tout, 900 litres d'alcool à mettre à disposition pour une soirée. Donc, je sais pas, je veux dire, ça rentre pas dans un corps. Même étalé sur plusieurs heures. Voilà. Donc, le rapport aussi de nous qui accueillons des artistes. Alors, quand on signe un contrat et qu'on les salarie pas, on achète une prestation sur scène, on va dire. On n'a pas une responsabilité vis-à-vis d'eux, mais néanmoins, on est obligé, on va dire, contractuellement, de leur fournir ce qu'ils demandent. Et c'est un peu délirant qu'on en soit toujours à des telles quantités de substances comme ça.
Oui, mais justement, en tant que professionnel de la prévention, comment toi tu vois, Claire, cette culture du risque? Est-ce que c'est un impensé du secteur culturel? Est-ce que les artistes osent parler des excès comme un vrai sujet? Enfin, toi, à côté, tu as fait pas mal de recherches là-dessus et t'es un peu spécialiste pour les Nuits de Fourvière de ces questions. Alors, pas forcément spécialiste, mais j'y travaille sur la prévention des risques au sens large. Donc, risques... par exemple, on parle de chute de hauteur, mais aussi les risques psychosociaux, donc où on associe beaucoup le burn-out, le bore-out, enfin tout ce qui est en mode qui commence par un B, qui finit par out, le brown-out, tout ça. Donc c'est assez large. Et quand même, ça reste assez problématique de travailler sur les addictions, parce qu'on parle, là, c'est vrai, de l'alcool. Mais il y a aussi la consommation de cocaïne quand même, qui existe beaucoup. Et le cannabis aussi. Maintenant, avec le CBD, c'est un peu plus difficile de savoir ce que les gens vont consommer, s'ils fument du CBD, enfin, ça sent la même chose, donc voilà. Et il y a quand même un truc dont on ne parle pas, c'est la consommation des médicaments, que ce soit les médicaments antidouleurs, ou les qui sont plus psychotropes, ou les antidépresseurs, ou les anxiolytiques, ou les somnifères, parce que la difficulté de notre secteur, c'est, comme on disait tout à l'heure, de travailler en horaire décalé, des fois de travailler au-delà du légal, d'accord, des plus de 6 jours d'affilée, plus de 48 heures par semaine, mais aussi enchaîner avec... les tourbus, les trains, les avions, on n'est pas chez soi, on est loin de sa famille, loin de ses amis. Donc tout ça peut générer du risque mental, et on va plus facilement compenser avec des médicaments, par exemple. Mmh. Et la culture du risque physique, je trouve qu'elle a tendance à s'effacer avec les nouvelles générations, avec aussi, plus on vieillit, plus on a vu des accidents graves, et on se dit qu'un jour, ça pourrait nous arriver. Et puis, comme je disais tout à l'heure, quand on est jeune, on a peut-être ce truc de vivre vite et mourir tôt. Et puis, quand on a passé 40 ans, on est là, non, en fait, je vais vivre un peu longtemps et plutôt en meilleure santé. Ce serait plutôt cool, plutôt que d'arriver à 60 tout pété, quoi. Voilà. Donc, ça évolue un peu, et les mentalités des jeunes font bouger aussi les lignes sur la culture de clan. Ouais, ça, on va y revenir carrément. C'est vrai que ça évolue quand même, ce qui est plutôt joyeux. Maxime, avec Purple Effect, vous accompagnez aussi les organisateuristes d'événements. Comment tu observes est-ce que tu observes des prises de conscience chez elles et eux? Est-ce qu'on confond parfois liberté de faire la fête et pression à consommer, à se dépasser? Voilà, comment vous, quel est votre point de vue avec Purple Effect sur ces questions? Alors, nous, notre point de vue, déjà globalement, on est sur une forme un peu de neutralité, justement par rapport à la liberté de consommer ou non lors des événements. C'est-à-dire que nous, en tant que collectif de RDR, on intervient sobre, mais par rapport au public, etc., nous, on est dans un rôle de médiation. On est là pour informer les personnes, on est là pour les renseigner sur leur consommation, sur les effets, etc. Mais on n'est pas là pour leur dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire, quelle consommation, dans quelle mesure, etc. Donc ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point aussi, pour rebondir un peu sur ce que disait Claire, je pense qu'aussi, niveau générationnel, ça joue aussi beaucoup à l'heure actuelle, dans le sens où j'ai l'impression, de toute proportion gardée, quand même, que notre génération a moins ce truc de... je vais dire, je vais passer pour une grosse boumeuse, mais rock'n'roll, il faut se droguer, etc., pour avoir l'air cool. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, au contraire, le discours, il est beaucoup plus sur... C'est pas mieux d'être drogué, au contraire. Et il y a de plus en plus de prises de parole d'artistes qui sont justement à dire, moi, je revendique cette sobriété, y compris chez les jeunes générations, pas parce que les consommations ne me plaisent pas, mais juste parce que je suis artiste et je suis sobre, et c'est comme ça. Donc je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'assez salutaire. Après, au niveau des organisateuristes, ce qui est compliqué pour nous, c'est que nous, notre action, et c'est un gros, je pense aussi, impensé dans notre secteur, elle est encore aujourd'hui à 90% vers le public, et que par rapport aux organisateuristes d'événements, on n'a pas trop encore déjà de demandes. Donc je pense que c'est aussi une prise de conscience à avoir côté organisateur.
mais il n'y a pas encore beaucoup de demandes dans leur sens pour qu'on intervienne aussi chez eux. On a quelques initiatives un peu à la marge. On va intervenir par exemple sur les bénévoles de certaines organisations, etc. Mais auprès de vraiment des professionnels du secteur, on n'observe pas énormément de demandes. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être hyper intéressant parce que le meilleur moyen d'organiser des événements qui respectent les bonnes règles de RDR, c'est déjà soi-même d'en être conscient en tant qu'organisateur d'événements. Maxime, c'est quoi RDR ? Réduction des risques liés à la consommation de substances psychoactives. Donc ça, c'est le terme, on va dire, un peu théorique. Et c'est un peu tous les moyens, toutes les méthodes qui sont mis en place pour limiter, du coup, les risques, les effets secondaires, effets indésirables, etc., liés à la consommation de substances psychoactives, donc drogue, alcool, stupéfiants. Enfin, je vous fais pas toute la liste parce qu'on n'a qu'une heure, mais du coup, voilà. Donc c'est vraiment un peu tous ces éléments-là. Et nous, on intervient donc de différentes manières. Donc on distribue du matériel stérile pour, par exemple, des rouleaux à paille pour fabriquer des pailles, on a des préservatifs, etc., etc. Et on intervient aussi beaucoup par la documentation, l'information, enfin, en l'occurrence, beaucoup par l'oral aussi, parce que quand on intervient avec quelqu'un à 4h du matin, c'est pas très perspicace de lui donner une brochure qu'il va lire en rentrant chez lui. Il a peut-être pas ses lunettes en plus. Ah, oui, il n'avait pas pris ses lentilles, on ne sait pas trop. Mais du coup, oui, l'idée, c'est vraiment, en fait, nous, on passe beaucoup justement par le contact direct avec les personnes, par la discussion, pour les renseigner sur leur consommation, en leur disant, attention, si tu as fait telle chose, c'est pas très bien de faire ça, etc., etc. Mais on n'est pas dans une posture qui est une posture de prescription vraiment, qui conseille déjà, alors non, ne refais pas ça, etc. Enfin, sauf quand vraiment les personnes se mettent en danger. Dans ces cas-là, c'est pas le but non plus. Non, mais c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'il y a peu de liens finalement entre la prévention publique et la prévention des équipes, alors que finalement ça pourrait être très intéressant pour elles et eux d'avoir aussi une petite formation, comme tu disais, à titre individuel pour mieux accompagner aussi les professionnels du secteur. On va faire une petite pause musicale. Cœur, c'est toi qui as choisi le morceau. Il s'appelle No Drugs Yourself. C'est avec ta moitié Schlass. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu avant qu'on le lance ? C'est un morceau qu'on a sorti il y a longtemps, hein. C'était sur notre deuxième album, Casa Plaisance. Et moi, je pense que je commençais déjà à me questionner là-dessus. Donc, c'est un morceau un peu drôle là-dessus, où on parle un peu justement de nos expériences en tant qu'artistes avec des gens défoncés. Et puis, du coup, j'en profite parce qu'avec Schlass, on a été en pause là pendant 5 ans. Oui, vous faites votre grand retour. Fait notre grand retour, on va sortir un album en automne, là on fait notre premier concert en juin, le 17 mai à Dijon, on va jouer le 21 juillet au Festival d'Avignon et voilà une tournée cet automne. Et justement par exemple c'est drôle parce que ce morceau il a vraiment une forme très punk et on pourrait presque même croire qu'on l'a enregistré en étant bourré alors qu'il revendique une forme de sobriété et voilà. À l'époque, j'étais pas sobre quand je l'ai écrit, mais bon, ça prévoyait ça, quoi. Voilà. Génial, merci beaucoup pour ce partage. On s'écoute ça et on revient tout de suite en direct sur les ondes de Radio Anthropocène. Bonjour, c'est quoi ce que vous faites? Vous avez un piquant bière? Un piquant bière? Ah ouais.
Va causer à ton chien, il comprend quand t'aboies, que tu bois, kiffe la life, pas sur moi. Kétamine, prends ta mine, tu me déprimes, me parle pas. Bien ou bien, t'es sympa, moi stillonne, mais bien loin de moi. Je suis le trop-pro de la tribu, trop fuis le boulot, l'habitude, la norme. Troque une vie pour une autre, mais surtout n'invente rien. Croque une vie pour une autre, pointe-tu dans la main. Dans le cul, tu m'emmerdes pas avec tes conneries. C'était No Drug Yourself de Schlass. Merci beaucoup pour ce partage, car on vous retrouve donc à l'automne en tournée, et puis vous avez déjà sorti quelques titres de votre nouvel album, donc n'hésitez pas à aller les écouter. Vous êtes toujours sur Radio Anthropocène, c'est Écoute Active. Pour rebondir un petit peu sur ce qu'on se disait tout à l'heure, je voulais refaire un petit clin d'œil à l'enquête Curagam de 2019, où 76% des pros interrogés déclarent que leur métier a un impact négatif sur leur santé mentale. Nombreux artistes citent la pression à être cool, dispo et fêtarde comme facteur aggravant, donc c'est complètement notre sujet. On vient de le voir, l'excès, c'est pas juste une affaire de goût personnel ou de soirée qui dérape, c'est aussi le reflet de tout un système, de conditions de travail qui épuisent, de rythmes qui débordent. Alors maintenant, je vous propose de zoomer un petit peu sur l'envers du décor. Qu'est-ce qui concrètement use les corps et les esprits dans ce métier ? Claire, as-tu quelques éléments de réponse ? En fait, quand même, on travaille tous, que ce soit les techniciens, les artistes, l'administration, les relations publiques, les relations presse, pour le lever de rideau, pour que ça advienne ce moment passé ensemble. Donc il y a une pression à ce lever de rideau qui pèse sur chacun, et aussi bien donc sur l'équipe artistique que technique, et c'est lié quand même au culte de la performance. Voilà. Donc pour être danseur, il faut avoir mis son corps en action, il faut s'être mis en danger un peu. On a forcé sur ses muscles, on a forcé sur ses chevilles, on a forcé son corps à se mettre dedans. En technique, c'est un peu pareil, on n'a pas forcément toujours les bons outils pour travailler, pourtant il va bien falloir l'accrocher, ce projecteur, il va bien falloir le régler. Donc on va se mettre en équilibre sur une échelle parisienne de 3 mètres pour aller toucher la perfection c'est ça qu'on veut. Alors il y a aussi, on en entend parler maintenant que ça sort un peu plus, on peut entendre parler de pression de metteurs en scène, de pression dans le cinéma, de cinéastes, d'idées absolues qui font que peut-être les gens vont se mettre plus en danger pour répondre au projet de l'artiste créateur. Et la plupart des gens qui travaillent dans ce métier ont choisi en plus, donc en métier passion, qui voudrait dire qu'on accepte plus facilement des choses qu'on n'accepterait pas si on prenait un pas de côté, si on avait un peu plus de recul. En tout cas, se mettre en danger, ça arrive souvent dans notre secteur. Voilà.
Oui, c'est aussi voilà des caractéristiques très précises liées à l'industrie musicale et qui sont pas partout. Cœur, toi, au niveau du rythme, quand tu fais des tournées, les nuits courtes, la difficulté aussi à dire non, tu l'as exprimé dans ton post Instagram sur la sobriété. Comment tu fais ou tu as fait plutôt toi pour poser tes limites quand t'es artiste et pouvoir te protéger justement de tous ces risques qui sont en fait dans un système et dans une industrie? Moi, je pense que j'ai une chance, c'est que j'ai des grosses limites physiques, je suis malvoyante et et à la base, j'ai une voix cassée, j'ai dû faire une rééducation, on m'avait dit que je pourrais jamais chanter. Donc en fait, moi, j'ai déjà un corps très fragile, donc j'ai très vite compris que si j'en prenais pas soin, je pourrais faire une comète comme Jim Morrison, mais je mourrais très vite. Donc ça, c'est une malchance, mais qui a créé une chance parce que je peux pas faire autrement que prendre soin de mon corps. Et après, plutôt pour développer cette question-là, du côté des artistes, oui, il y a une pression parce qu'en fait, la matière artistique n'est pas une matière synthétique rationnelle. Donc, pour les artistes, en fait, la pression, il me semble, de ce que j'ai observé chez moi et chez les autres, vient du fait que nous ne sommes pas des robots et qu'on doit donner de la matière, qu'elle soit scénique ou qu'elle soit sonore, et qu'on ne sait jamais si ça va marcher ou pas, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles, en fait. C'est aussi pour ça que beaucoup d'artistes boivent, etc., parce que ça permet d'atteindre des états différents de détente qui peuvent, par exemple, faciliter la création. Mais du coup, il y a aussi cette magie-là qui est un peu... on ne sait pas d'où elle vient. Et en France, en plus, il n'y a pas du tout la culture du travail par rapport à ça. Comme le disait Claire, c'est ça tout à l'heure ? Oui. Il y a par rapport à des pays comme les États-Unis, des pays anglophones, où les artistes n'ont pas honte de dire qu'ils travaillent, n'ont pas honte de dire qu'ils charbonnent, n'ont pas honte de dire qu'ils font des ratés avant d'y arriver. En France, il y a cette espèce de truc encore de c'est magique, je m'échauffe pas et je vais me rouler par terre. Sauf qu'en fait, moi, ça, je l'ai fait 2-3 fois et je me suis cassé des côtes. En fait, moi, je sais pas, non, mais je l'ai fait. Hein. Je me suis cassé une côte sur scène, je me suis coupé la langue sur scène, et ça n'était que lié à de la non-préparation de mon travail, en fait. Et du coup, personne ne saura jamais que je me suis luxé la fesse en faisant la chenille. C'est parce que je m'étais pas bien préparée, moi aussi. Il faut aussi toujours s'échauffer avant une chenille, voilà. Bien sûr. C'est ça, et la grosse angoisse des artistes, les chiffres dont tu parlais, en tout cas du côté des artistes, je pense, sont beaucoup liés au fait qu'on travaille avec une matière mystérieuse, en fait, qui est comme quand on va en studio et qu'il n'y a rien et qu'il faut produire une chanson. Et il y a une magie qu'on peut contrôler. Par exemple, sur scène, effectivement, si on s'échauffe, la voix, le corps, ça va mieux se passer. Mais des fois, on fait ça et ça se passe pas bien. Enfin, et ça, c'est ce qu'il y a de magnifique dans ce métier, mais c'est ce qu'il y a aussi de très fragilisant, je pense, par rapport à des métiers où c'est plus 1 + 1 = 2 et voilà quoi. C'est vrai. Et puis le rythme de la tournée. Donc enchaîner les concerts, enchaîner les spectacles, être loin de sa famille, de ses proches, de ses repères, recréer un petit groupe social, travailler la nuit, ça veut dire aussi avoir une hygiène de vie qui n'est pas celle qu'on aurait chez soi, ne pas avoir ses outils pour cuisiner, se faire à manger, c'est-à-dire que là on va manger soit tout le temps au restaurant, soit manger des sandwichs, soit manger des clubs sandwichs des aires d'autoroute. Donc en fait tous ces petits trucs mis bout à bout, boire du café plus que de raison, vont avoir des incidences donc sur l'hygiène de vie, sur notre corps, qu'on va compenser aussi par d'autres choses. Donc l'alcool en fait c'est quelque chose qui réveille et qui a l'effet euphorique, mais aussi qui est un excitant. Ouais. Voilà. Et puis après une fois qu'on aura fini de bosser, on aura envie de se calmer, sauf qu'on a déjà bu les 18 cafés et on est excité aussi par l'adrénaline d'avoir été sur scène ou d'avoir participé dans l'ombre au fait que ce soit un succès. Donc là, on va boire de l'alcool plus fort pour se détendre, fumer des gros pétards, prendre des choses qui font redescendre. Donc on va toujours être en train de compenser cette hygiène de vie bancale qui est faite par ces conditions de travail en fait.
Oui, absolument. Je reviens avec les données de l'enquête Cura qui formalisent vraiment ce que tu viens de dire. Les personnes qui ont répondu à l'enquête disent que 90% ont un sommeil perturbé, 86% des habitudes alimentaires déséquilibrées, 83% manquent d'exercice physique, 48% souffrent de problèmes auditifs, 24% se blessent fréquemment en pratiquant leur instrument ou leur art, 83% surtout travaillent même lorsqu'ils sont malades. Ce qui me fait une petite transition sur la question aussi de la précarité qu'on n'a pas beaucoup évoquée. Et là-dessus, peut-être que Maxime, ça peut être intéressant que tu en parles aussi. Est-ce que vous remarquez alors vous êtes plus côté public et plutôt côté club musique électronique. Est-ce que vous remarquez que les personnes qui ont des tendances à avoir des consommations excessives ont aussi, est-ce que tu remarques un lien avec, par exemple, leur classe sociale ou le fait qu'ils soient plus ou moins précaires dans leur vie? En tout cas, je pense que c'est un aspect aussi important sur les questions d'addiction. Oui, la question de la précarité, je pense que ça joue en fait de manière plus générale sur la question de la santé mentale, qui est de dire, c'est pas la même chose d'avoir un cadre de vie qui est extrêmement confortable et de faire la fête dans un cadre réduit, dans un moment donné, pour décompresser de sa semaine de travail parfaitement classique, et d'être dans un cadre, on parlait par exemple des professionnels du monde de la nuit, où typiquement pour ces personnes-là, la situation elle est quand même nettement plus difficile, parce que ce qui est pour la majorité de la population est un moment de loisir, pour eux c'est leur travail, et du coup ça crée une porosité entre des pratiques festives qu'ils vont avoir sur un lieu festif et des pratiques professionnelles qu'ils vont avoir sur un lieu professionnel. Donc je pense que ça crée aussi un peu quand même des liens. Et après, de manière générale, au niveau du public, le problème c'est que nous, on ne connaît pas assez intimement le public. Moi, ce que j'observe autour de moi de manière générale, c'est que bien sûr que la précarité, elle crée une difficulté en termes de santé mentale qui encourage vers les consommations, etc. Parce que c'est plus compliqué d'avoir des problèmes d'addiction quand on doit travailler 35 heures par semaine avec des horaires définis, etc., que quand on est dans une forme d'instabilité professionnelle et personnelle où on n'a pas vraiment de règles, donc on ne va pas non plus avoir de règles vis-à-vis de notre consommation et de nos habitudes de vie de manière générale. Cœur, toi, ta sobriété, tu le disais tout à l'heure, tu la vis comme une libération. Est-ce que tu l'as revendiquée publiquement pour briser un tabou? Je me suis demandé. Et surtout, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais est-ce que la sobriété a vraiment changé ton rapport au travail artistique et à ta créativité? Quel a été l'impact sur cette matière dont tu parlais tout à l'heure, qui est un peu incernable, qui est l'aspect créatif? Alors moi au départ je l'ai pas du tout dit, c'était pas du tout un truc que je voulais mettre en avant parce qu'en plus je trouve qu'il y a un peu une mode là des donneurs de leçons et ça me gonfle parce que moi j'ai arrêté parce que j'avais un rapport problématique à ça, mais je pense pas du tout que ce soit la solution pour tout le monde d'arrêter, et si j'avais pu continuer de temps en temps je l'aurais fait. Par rapport à ce que disait Claire tout à l'heure, par rapport justement à ces moments très très forts d'adrénaline qu'on vit en faisant la scène, moi par exemple j'arrive plus à dormir après les concerts, alors qu'avant quand je buvais je dormais. Parce qu'effectivement je pense aussi que c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on vit des moments tellement intenses qu'en fait il faut pallier après à soit de l'intensité soit du calme. Et moi, ma sobriété n'a pas changé grand-chose parce qu'en fait, moi, je pense que ma folie, elle était là et je pense qu'elle est chez tout le monde, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, après, à une échelle beaucoup plus large, moi, je pense que c'est pas en interdisant les gens de faire des choses, c'est en reformulant un nouvel imaginaire autour de la folie, de la fête. Moi, j'ai pas du tout arrêté de faire la fête, j'ai pas du tout arrêté de sortir, j'ai pas du tout arrêté de danser. Et j'ai pas l'impression, non, que ça ait bloqué quoi que ce soit dans ma créativité, au contraire. J'ai pas l'impression que ça ait changé grand chose à part une espèce de charge mentale de gérer mes lendemains de cuite, quoi. Et ça t'a plutôt aidé finalement. Je sais pas, parce que c'est plus intime, et alors après ça m'a éloigné de gens, ça a créé des problèmes avec des gens parce que voilà, il y a des habitudes aussi, il y a des gens qui ne fonctionnent que comme ça, donc toi quand tu te désolidarises de ça, c'est compliqué, et puis tu t'éloignes de gens, tu t'éloignes de moments. Enfin, ce que j'avais dit dans un podcast que j'avais enregistré aussi, c'est que ça m'a... Déjà, j'ai un peu une figure d'outsideuse dans plein de milieux. Là, je suis encore plus une outsideuse en faisant ce que je fais artistiquement et en étant sobre, puisqu'en plus, c'est toujours pareil, tout fonctionne par niche. Donc, si peut-être que j'avais une frange et que je faisais du ukulélé et de la pop française, ce serait logique que je sois sobre, mais c'est pas ce que je fais. Donc, du coup, ça va pour les pas gens avec forcément... des franges, quand même. Ouais. Non, je me sens pas visée. Camille a une frange, là. Non, mais tu vois, cette espèce... Je fais pas du ukulélé. Cette espèce de truc...
Non, mais cette espèce de truc où on associe un style alors Oui, quand on est une femme, absolument. je t'en parle pas, parce qu'en plus, quand moi j'étais justement une femme et que j'étais bourrée, je voyais très bien que j'arrangeais bien tout le monde puisqu'on pouvait, moi, me montrer du doigt. Non, je pense que ça a développé des réflexions et par rapport à toute la discussion qu'on a là, moi je pense que ma mission d'artiste, justement, c'est de créer des choses. En fait, dans la chanson qu'on a écoutée, là, notre Drug Yourself, qui date un moment, je dis: suis le troupeau de la tribu de Rodrog, fuis le boulot, l'habitude, la norme, troque un kit pour un autre, mais surtout n'invente rien, croque une bite pour une autre, poil de cul dans la main. Et en fait, ça résume vachement ma pensée là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, on peut créer d'autres choses. C'est pas soit boulot, dodo, machin, vie chiante, soit je me drogue, et je me drogue égale génial. En fait, c'est pas vrai, parce qu'il y a plein de gens qui meurent, il y a plein de gens qui sont détruits, il y a plein de familles détruites par ça. Et on le voit très bien dans l'ombre de toutes ces soirées magnifiques. Il y a la vie d'après, il y a la vie du matin, il y a les enfants qui trinquent, il y a les compagnes, il y a des trucs hyper glauques, en fait. Et ça, c'est vraiment aussi un problème, pour moi, d'imaginaire, d'associer la fête ou la magie à la drogue. Et ça, À la après, destruction, ça va beaucoup plus loin finalement. politiquement. Et ça va beaucoup plus loin pour moi politiquement. Et c'est pour ça que j'ai arrêté moi aussi, c'est parce que c'est lié à l'interdit. Et c'est très politique, en fait. C'est que on nous excite avec ce qui est interdit, avec ce qui est mal, en fait. Et du coup, c'est en faisant des choses mal qu'on a l'impression que c'est excitant. Donc après, et philosophiquement, ça va beaucoup plus loin. C'est un truc de liberté, en fait. C'est-à-dire que après, la liberté, c'est un coût. C'est très dur d'être libre. C'est pas confortable. Moi, c'est pas confortable. J'ai pas gagné. Je suis encore plus seule quelque part en étant sobre que je ne l'étais avant. C'est pas confortable, mais je me sens plus libre. Mais la liberté, ça, c'est dur. Voilà. Merci, c'est très beau de parler de ça comme ça en termes philosophiques et politiques, c'est hyper important. Et tu me fais une magnifique transition sur la dernière partie de cette émission qui était un petit peu l'idée de transformer la nuit, la question des safe places, du care, des alternatives aussi. On l'a vu, travailler dans la musique, c'est clairement pas de tout repos. Et face à ces constats, il y a aussi des gens qui bougent, qui inventent, qui soignent, comme vous tous et toutes autour de la table. Dans cette dernière partie, j'avais envie un peu qu'on se penche sur celles et ceux qui imaginent des façons de faire autrement, parce qu'on peut aimer faire la fête sans s'y perdre, et c'est pas obligatoire que ce soit toujours le grand chaos. La question des safe space, ça signifie pas espace sans fête, mais espace sans peur. Pour ça, je me tourne vers toi, Maxime. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites avec les copains de la nuit et en quoi votre action transforme concrètement l'ambiance d'une soirée ? Alors déjà, petit point terminologie, je suis pas toujours très d'accord avec le terme de safe space, avec mon meilleur anglais. Parce que c'est un peu imprononçable. Déjà, on galère, parlons mon français. anglais. Inéligibilité. Space. Lieu sûr. Par rapport au lieu sûr, du coup, je suis pas forcément hyper d'accord avec ce terme parce que j'ai l'impression que c'est un terme qui ces derniers temps a été beaucoup repris de manière un peu marketing. On l'utilise un peu à toutes les sauces ou globalement, n'importe quelle soirée où vous avez un agent de sécu devant, vous dites que c'est un espace sûr parce que vous seriez en sécurité. Je pense que c'est une notion qu'il faut déjà utiliser avec quand même un peu de neutralité, avec un peu de limite et de nuance. Nous, ce qu'on défend, en tout cas, c'est des espaces festifs plus sûrs parce que ça répond déjà à un besoin qui est formulé par le public aujourd'hui. Et nous aussi, ce qu'on essaye aussi de faire, au-delà des pratiques que nous, on a en tant que collectif, c'est aussi de sensibiliser à des valeurs qui sont, de manière générale, les valeurs des scènes techno, etc., dont la majorité du collectif est issue, qui sont des valeurs de solidarité, en fait, qui sont la manifestation, pour moi, à un niveau personnel, d'un idéal politique, d'une vision du monde qui est de dire la meilleure manière d'aller vers son prochain, c'est déjà de faire attention à lui quand on va en soirée avec notre prochain à côté. Et on ne peut pas vouloir changer les choses à une grande échelle si on ne fait pas déjà attention aux uns et aux autres en soirée. Je pense aussi que ça reste, même dans nos milieux à l'heure actuelle, quand même, vis-à-vis, on parlait pas mal ces derniers temps d'épuisement militant. Je pense que c'est important aussi de voir que il faut aussi être capable de se fixer des limites. Et pour moi, le care communautaire, il passe beaucoup par ça. Ça passe par une attention à l'autre qui est de dire un peu ce que disait Cœur aussi vis-à-vis d'elle-même, et je pense que c'est important aussi vis-à-vis des autres, qui est de dire fais attention, la liberté, c'est pas l'addiction. L'addiction, justement, c'est l'opposé total de la liberté. Et je pense que c'est important d'être toujours dans cet entre-deux, de dire je te laisse un espace de liberté pour expérimenter, avoir les expériences que tu veux, les consommations que tu veux. Si tu veux avoir des consommations,
tu peux ne pas en avoir, c'est parfaitement normal, c'est ok, et t'as pas à justifier là-dessus, on insiste pas mal là-dessus, mais qui est de dire aussi, il faut pas non plus tomber dans l'addiction, et c'est là où, entre guillemets, pour moi, l'attention à l'autre, elle est hyper essentielle, c'est de se dire, ok, là, quand tu tombes dans une addiction, que tu n'as plus le choix de consommer, c'est là aussi qu'il faut être capable de réagir, d'orienter, etc. Pas de vouloir aider ses amis qui ont des problèmes d'addiction soi-même, parce que c'est une charge mentale que beaucoup de personnes n'arrivent pas à avoir, mais de réorienter vers des professionnels. On a une batterie de professionnels publics, d'ailleurs gratuits, qui sont à disposition, et c'est aussi justement pour aider les personnes en difficulté. Je crois que j'ai pas du tout répondu à la question. Si, absolument. Non, tu t'as mis l'accent en fait sur l'importance de l'information et de la prévention, ce qui est complètement ce que vous faites avec Purple Effect. Claire, ce type d'intervention dont parle Maxime, est-ce que ça inspire les institutions culturelles, toi qui es plus dans un milieu institutionnel, ou ça reste vu comme militant, alternatif? Est-ce qu'il y a des liens entre une association comme Purple Effect et un gros festival comme les Nuits de Fourvière sur ces questions? Alors, pas que je sache, je ne crois pas. Mais après, je pense que... Alors, par exemple, si on parle des Nuits de Fourvière, on n'a pas vraiment... on a des espaces de fête très courts, parce que nous, on va recevoir du public pendant des créneaux de 2 heures. En plus, on a un format assez atypique, puisqu'on joue 2 mois. Donc, théâtre, danse, musique... Voilà, on ressemble plus à une programmation estivale d'un théâtre en plein air qu'un festival qui va se dérouler sur 4 jours et qui va être ouvert de 14h à 5h du mat, qui n'est pas du tout, je pense, la même ambiance et qui est peut-être, je ne sais pas si Maxime, sur quel type d'événement vous êtes Alors, tu vois, typiquement, un peu petit contre-exemple peut-être par rapport à ça, je sais que nous, on était intervenu par exemple en 23 sur, par exemple, la Biennale de la danse, qui je pense est sur des formats assez similaires aux vôtres. Et je pense que c'est important aussi peut-être de pouvoir être présent sur différents types de formats, pas seulement sur des formats nocturnes, parce que on le constate aussi à l'heure actuelle que pour nous, en tant que collectif de réduction des risques, ça reste un peu une limite, le fait de n'intervenir que sur des formats nocturnes. Et je pense que il peut y avoir aussi un intérêt à faire de la prévention, y compris sur des formats plus journaliers. On ne va pas faire les mêmes choses que ce qu'on ferait, on va plus être dans le dialogue que dans la distribution de matériel, par exemple, parce que mais je pense que ça a un intérêt aussi différent, mais ça a un intérêt aussi, ne serait-ce que pour dire la prévention, c'est quelque chose qui existe tout le temps et pas seulement de minuit à 5h du matin. Oui, tu as raison. Alors, à bon entendeur chez moi. On lance un message. Mais je sais aussi que, à destination du public, en tout cas, les choses évoluent. Par exemple, dans les choses simples. La carte du bar cette année, là, maintenant, c'est récent, il y a les cocktails sans alcool. Ce qu'on retrouve aussi beaucoup plus dans les bars. Je veux dire, avant, trouver une bière sans alcool, c'est la croix et la bannière. Aujourd'hui, dans les bars où il y a des tireuses, on va même avoir des bières sans alcool tirées en pression. Du coup, on est un peu au goût du jour aussi sur le fait de pouvoir proposer au public, de pouvoir passer une bonne soirée sans forcément se mettre on peut prendre un virgin truc. Virgin Mocktail. C'est ça. Et après, c'est vrai que je trouve ça super important ce qu'a dit Maxime sur l'enjeu politique au sens de société, de prendre soin de l'autre ou de prendre soin de soi dans la perspective du vivre ensemble. Ce que je retrouve aussi dans nos équipes techniques ou dans nos équipes tout court de travail. De dire que sa consommation, elle a un impact sur soi, mais elle a aussi un impact sur les autres. Et dans quelle matière la liberté que je m'accorde, elle empiète sur la liberté de celui qui est juste à côté de moi, que ce soit dans une attitude de pouvoir me mettre en danger, mais quand je travaille avec les autres, je mets aussi en danger les autres. Donc, comment je mets le curseur de ça ? Oui, absolument. C'est vrai que quand on parle de care, on pense souvent au milieu médical, mais le care, c'est aussi donc collectif, émotionnel, social, et ce qui est vraiment un enjeu dans le milieu artistique et culturel. À vous trois, j'avais une petite question. Est-ce qu'il y a, vous l'avez un peu évoqué, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui une redéfinition du fun en cours ? Est-ce que être fun, finalement, maintenant, c'est plus tant être complètement déchiré à 4h du matin ? Est-ce que vous ressentez ça ?
qui veut prendre en premier? Moi qui me lance. Vas-y, Maxime. Représentant de la jeune génération. Non, J'ai perdu le Shifumi, c'est ça que je voulais dire. on n'a pas vu, mais alors moi j'ai l'impression, en tout cas, que dans ma génération, c'est quand même pas mal le cas. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'image du cool, alors pour ce que je m'y connais, mais c'est quelque chose de beaucoup plus fluide. En fait, on n'est plus dans ce truc de consommer égale cool, égale super génial. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus dans un rapport qui est un peu le positionnement qu'on a de manière générale dans notre collectif, qui est de dire, en fait, il faut avoir des expériences, ça peut être très bien d'avoir des expériences, on peut avoir des expériences sobres qui soient géniales aussi. Moi, j'ai passé les meilleures soirées de ma vie sobres aussi. Je pense que c'est un peu, de dire on veut avoir le choix de pouvoir se droguer si on a envie ou de ne pas se droguer si on n'en a pas envie. Et après, voilà, et le fun, il est pas. Enfin, pour moi, il n'y a pas de corrélation. Et je pense que chercher une corrélation, c'est déjà un peu basculer dans cette culture de drogue égale cool. Et nous, pour la génération d'avant, apparemment, donc je me positionne là, par choix, n'est-ce pas? Je vais aller me cacher. Est-ce que tu vois une évolution par rapport à quand tu as commencé à travailler dans ce secteur? Je sais pas s'il y a une évolution, mais j'ai l'impression en tout cas que je grandis avec des collègues avec qui j'ai commencé à travailler. Et on se rend compte aussi que ça fait du bien de pouvoir compter les années où on s'amuse, où on s'est amusé et on aimerait s'amuser encore. Et donc, ça compte un peu sur nos comportements, je pense. Cœur, pour toi, est-ce que comment tu vois les choses, toi, sur la redéfinition du fun en cours potentiel? Moi, je rejoins Maxime. Je pense que les générations, les nouvelles générations sont beaucoup plus OK là-dessus, avec en fait la possibilité d'une diversité de choix, de vie. Et j'observe justement, moi, dans mes amis beaucoup plus jeunes ou qu'il y a plus de gens sobres, que ça pose pas de problème, que c'est peut-être, je me sens moins jugée avec ces gens-là. Et que effectivement, je pense que c'est en cours. C'est un peu comme tout le vieux monde globalement qui s'écroule, j'espère, enfin plus ou moins. Mais ouais, je pense que c'est en train de se redéfinir. Et du côté des artistes aussi, je pense que il y a aussi des musiques sur des choses simples, quand avant il y avait aussi une généralisation des propos sur la fête qui était toujours liée à l'alcool et à la drogue en fait, avec une forme de, je sais plus comment, l'inverse de diabolisation, de plutôt angélisation. Idéalisation, ouais. En fait. Idéalisation, pardon. Et du coup, je pense que pareil, de ce côté-là, j'ai l'impression que ça évolue et qu'il y a divers points de vue et que surtout les divers points de vue peuvent coopérer, quoi. Comme disait Maxime, il n'y a pas non plus, c'est pas mal non plus de faire des expériences, mais voilà, chacun fait ce qu'il veut un peu en fait. Et ça, c'est super cool parce que c'est créatif en fait. Moi, c'est vraiment ce qui me manquait. C'est génial parce que du coup, chacun peut créer aussi son rapport. Et comme le disait Claire aussi au début, parce qu'on n'a pas tous, on ne choisit pas son rapport en fait aux substances. Donc du coup, on ne peut pas tous faire la même chose. C'est impossible en fait. Voilà. Comment toi tu imagines une nuit idéale où on peut danser fort sans se perdre, créer sans se cramer, comment on peut imaginer un espace de fête qui soit pas aseptisé mais qui soit quand même sûr, où il y a l'espace pour par exemple ta sobriété? Moi j'ai vécu une expérience géniale au Fusion Festival en Allemagne où on avait joué avec Schlass. Alors je ne sais pas pour quelle raison, mais alors donc c'était un festival autogéré, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de journalistes, tous les artistes sont dans des tentes. Et en fait, les gens se droguent. Mais alors, il y a une forme de responsabilisation de chacun qui était complètement folle. Et je me suis promenée toute la nuit dans ce festival. On s'est promené toute la nuit avec justement plein de lieux différents, des gens défoncés autour d'un feu. Mais en fait, il y avait une gestion pour soi-même de l'alcool et des substances. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que, comme le disait Maxime, ça ne débordait pas sur les autres. Les gens qui avaient l'air très défoncés ne faisaient pas peur. On n'avait ni peur pour eux, ni peur pour nous. Et c'était justement avec une grande variété de comportements, mais qui coexistaient et qui étaient peut-être liés d'ailleurs au fait qu'il y avait très peu de... il n'y avait pas de sécurité, il y avait pas de... Enfin, la sécurité, c'était une espèce de sécurité pirate. Donc, moi, ça, je trouve ça génial. Ça m'a vachement marqué parce que j'ai trouvé ça hyper beau. Parce que en plus, il
y avait cette forme de responsabilisation, parce qu'en fait, je pense que c'est l'addiction. Enfin, soit c'est de l'addiction, soit on consomme des choses avec responsabilité, en fait. Donc, du coup, ça, j'avais trouvé que c'était une expérience géniale. Alors, je sais pas si c'est lié à la culture allemande, si c'est lié à ce festival qui est un peu alternatif en même temps. Mais ça, je trouvais ça génial, quoi. Et du coup, où il y a la possibilité pour chacun d'exprimer sa façon de faire la fête sans avoir besoin d'appartenir au troupeau, en fait. Voilà, ça, c'est génial, quoi. Et je me souviens, justement, il y avait des toilettes payantes, des toilettes pas payantes, mais où il fallait un peu faire la queue. Personne s'énervait dans les... Enfin, voilà, il n'y avait pas ce truc un peu de danger, quoi. Mais qui est valorisé, hein, comme je le dis encore une fois, qui est quelque chose que les gens veulent aussi quand ils vont faire la fête, en fait, finalement. Merci beaucoup pour ce témoignage de ta nuit idéale au Fusion Festival en Allemagne. Claire et Maxime, peut-être vous qui êtes plus du coup derrière à essayer d'organiser les choses pour que les gens vivent une expérience idéalement comme vient de le décrire Cœur. Est-ce qu'il y a des petits tips, des outils, des choses un peu concrètes qui sont intéressantes à mettre en place, qui vous paraissent essentielles pour un petit peu clôturer cette émission? Alors pour moi, déjà je pense que ça passe beaucoup par le rapport et l'état d'esprit, c'est-à-dire que en fait pour moi depuis que j'associe plus trop la fête à la consommation, pour moi c'est beaucoup plus une fête idéale, c'est beaucoup plus quelque chose qui se construit un peu au fur et à mesure, sans forcément d'attente ou de préparation, en disant ok, je vais consommer ça à tel moment, à telle soirée, etc. Je pense que c'est quelque chose d'assez naturel. Et après, si je peux donner des conseils aux personnes qui nous écoutent, du coup, pour moi, ce serait beaucoup de s'informer énormément. À l'heure actuelle, on a toutes les ressources possibles et inimaginables. On a des applications comme l'application Technoplus, qui est extrêmement bien, avec toutes les infos sur les différentes substances, les effets, les choses, etc. D'aller voir aussi les associations, dont Purple Effect, lors des événements, parce que je pense qu'on a aussi encore beaucoup de difficultés à aller vers ces personnes-là, mais vous n'avez pas besoin d'être à 4,5 grammes pour nous voir et pour en discuter. Et pour moi aussi, c'est surtout, encore une fois, soyez ouverts d'esprit, mais ça, après, c'est pas que dans le milieu de la musique, c'est dans la vie de manière générale. Soyez respectueux des consommations des autres s'ils en ont, soyez respectueux de la sobriété des autres si ce sont des personnes sobres, et puis amusez-vous bien. C'est tout ce que j'ai à dire. Claire ? Je ne peux que plus voir sur des valeurs de vivre ensemble. C'est-à-dire que si on se retrouve à un endroit tous pour voir le même spectacle ou pour faire la fête ensemble ou dans le même espace, alors soyons conscients qu'on est dans un ensemble et faisons les choses en conscience de ne pas être tout seul et d'avoir envie de partager, d'être là pour partager en fait. Voilà. Merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci à vous trois, Cœur, Claire et Maxime, pour vos regards croisés, vos vécus et vos éclairages. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot avant que je clôture réellement ? Merci à toi. Cœur avec les doigts alors. Ouais, Cœur avec les doigts. Cœur, t'es toujours là ? Oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. Merci à toi aussi pour cet échange. Ce qu'on retient donc aujourd'hui, c'est que la fête, la scène, la musique, c'est puissant, c'est vibrant, mais ça peut aussi être violent quand on n'a pas d'espace pour souffler, poser ses limites ou juste exister. Heureusement, on peut vivre la musique autrement, avec intensité, oui, mais sans se brûler. La fête est précieuse, elle peut être joyeuse, elle peut être collective, traversée d'émotions fortes sans être destructrice. C'est à chacun et chacune de poser ses limites, bien sûr, mais c'est aussi essentiel que l'industrie se transforme pour mieux protéger celles et ceux qui la font vivre. Peut-on travailler dans la musique sans s'abîmer ? Peut-être, mais pas sans effort, et c'est sûrement pas sans en parler. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Merci pour l'écoute active et à Radio Anthropocène, Florian à la technique. On se retrouve en juillet pour le dernier épisode de la saison. Bonne journée à toutes et à tous. Écoute active.